C'était un mardi après-midi comme un autre à Paris. Le léger vrombissement de mon ordinateur et le cliquetis des claviers créaient un rythme qui, d'habitude, m'apaisait. Je revenais tout juste d'une réunion avec la direction de la maison d'édition où je travaillais depuis 5 ans. Le projet du nouveau livre de cuisine méditerranéenne avait été approuvé, et en tant qu'éditrice principale, j'avais la responsabilité de superviser tout le processus. Je me sentais satisfaite. J'avais beaucoup lutté pour ce poste, et je commençais enfin à récolter les fruits de tant d'efforts. En approchant de mon bureau, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Une femme attendait près de ma porte. Elle portait un chemisier rouge ajusté et un pantalon noir qui contrastait avec sa peau mate. Ses yeux brûlaient d'un mélange de fureur et de désespoir. Je ne l'ai pas reconnue au début, mais quand elle a fait irruption sans y être invitée, a claqué la porte et m'a regardée comme si je lui avais volé sa vie, j'ai su que ce n'était pas simplement une auteure mécontente ou une collègue agacée. Sans même s'asseoir, elle m'a pointé d'un doigt tremblant et a sifflé « Tu vas rompre avec lui, aujourd'hui même ». Je suis restée paralysée, la bouche sèche et le cœur battant la chamade. « Lui ?» ai-je demandé, bien que je sache déjà. « Xavier !» a-t-elle craché. « Mon mari. » Ce nom a suffi pour que mon estomac se torde. Xavier Moreau, l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 3 ans, l'inspecteur de police respecté de tous au commissariat du 17e arrondissement. « Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un malentendu, » lui ai-je dit avec tout le calme que j'ai pu rassembler. Xavier est mon mari, pas mon amant. Elle a lâché un rire amer qui a glacé l'atmosphère. « Votre mari ? C'est curieux, parce qu'il est aussi mon compagnon depuis 2 ans. » J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. « C'est impossible, » ai-je répondu, cherchant mon téléphone pour appeler la sécurité. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans. J'ai des photos, des documents. Nous vivons ensemble dans un appartement du Marais, m'a-t-elle interrompu. Un 2e étage avec des balcons bleus et une terrasse où il cultive du basilic et des tomates cerises. L'air m'a manqué. C'était exactement notre appartement. Un détail que personne ne pouvait connaître à moins que... « Il te ment », a-t-elle continué, sortant son portable et me montrant des photos. Xavier et elle sur une plage près de Cassis. Xavier l'embrassant dans ce qui ressemblait à un restaurant. Xavier dormant dans un lit que je ne reconnaissais pas, mais avec les mêmes draps que nous avions achetés ensemble aux Galeries Lafayette. « Ce n'est pas possible », ai-je murmuré, plus pour moi que pour elle. Il doit y avoir une explication. Peut-être son frère jumeau ou... Son frère jumeau. Sa voix s'est élevée. « Es-tu vraiment si naïve, Hélène ? Ou refuses-tu simplement de voir la vérité ? Quand j'ai refusé de continuer à l'écouter, quand je lui ai demandé de partir, quand je lui ai dit que je parlerais directement à Xavier, elle a perdu le contrôle. Elle s'est jetée sur mon bureau, a attrapé mon clavier et me l'a fracassé au visage. La douleur a explosé sur ma pommette. Je suis tombée au sol, sonnée et en sang. Le goût métallique du sang a envahi ma bouche, tandis que j'essayais de me relever. Ma vision s'est brouillée pendant quelques secondes, et quand j'ai enfin réussi à m'asseoir, elle était déjà partie, ne laissant derrière elle qu'un clavier cassé et l'écho d'une vie qui s'effondrait. Mercedes, ma collègue du département de design, est entrée en courant en entendant le vacarme. Elle est restée bouche bée en me voyant au sol, la joue enflant rapidement et du sang coulant de ma lèvre fendue. « Mon Dieu, Hélène, que s'est-il passé ? Qui était cette femme ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Comment expliquer que ma vie parfaite venait de se transformer en mirage ? Comment admettre que l'homme avec qui je partageais mon lit pouvait être un parfait inconnu ? « Appelle une ambulance », fut la seule chose que je pus dire alors que les larmes commençaient à se mêler au sang. Pendant que nous attendions, j'ai essayé d'appeler Xavier. 1, 2, 3 fois. Toutes sont allées directement sur sa messagerie vocale. Sa voix enregistrée, cette voix qui m'avait murmuré tant de promesses, sonnait maintenant comme celle d'un étranger. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Xavier Moreau. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez votre message et je vous rappellerai dès que possible. » Mais je savais, avec une certitude qui me glaçait le sang, qu'il n'y aurait aucun appel, que quelque chose de fondamental avait changé pour toujours, que la personne que je croyais connaître mieux que moi-même pourrait être le plus grand mensonge de ma vie. Et tandis que les ambulanciers arrivaient et commençaient à examiner mon visage tuméfié,
Une question brûlait dans mon esprit. Qui était réellement l'homme que j'avais épousé? Encore tremblante, et avec une compresse froide contre ma joue, je me suis dirigée vers le commissariat du 17e, où Xavier m'avait dit qu'il travaillait comme inspecteur. J'y étais allée plusieurs fois auparavant, pour lui laisser son déjeuner quand il l'oubliait, pour le récupérer après une garde particulièrement longue, même pour la fête de Noël de l'année dernière. On m'avait toujours accueilli avec des sourires familiers, certains officiers m'appelaient même par mon prénom. Le bâtiment gris du commissariat se dressait, imposant sous le ciel parisien. Je suis entrée d'un pas décidé, ignorant les regards curieux qui se posaient sur mon visage enflé. L'adrénaline me maintenait en mouvement, m'empêchant de m'effondrer complètement. Je me suis approchée du comptoir principal, où une femme d'une 50aine d'années tapait sur un ordinateur. Je l'ai vaguement reconnue comme étant Dominique, une administrative qui m'avait toujours traitée avec gentillesse. « Bonsoir », dis-je, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. « J'ai besoin de parler à l'inspecteur Xavier Moreau. C'est urgent. » Dominique a levé les yeux et a froncé les sourcils en voyant mon visage. « Mon Dieu, que vous est-il arrivé? Un petit accident. » Ai-je menti? « Xavier est là? Pourriez-vous le prévenir, s'il vous plaît ?» Elle m'a regardée avec une expression confuse. « Inspecteur Xavier Moreau? Nous n'avons personne de ce nom ici. » J'ai senti l'air quitter mes poumons. Il doit y avoir une erreur. Xavier Moreau, inspecteur à la brigade criminelle. Il travaille ici depuis 5 ans. Dominique a secoué la tête et a consulté son ordinateur. Désolé, mais il n'y a aucun Xavier Moreau dans ce commissariat, ni à la criminelle, ni dans aucun autre service. Mais c'est impossible, ai-je insisté, ma voix montant d'un ton. Je suis déjà venue ici. J'ai parlé à ses collègues. J'étais même à la fête de Noël. Dominique m'a regardée avec une inquiétude croissante. Êtes-vous sûr que c'est ce commissariat? Peut-être travaille-t-il dans un autre arrondissement de Paris. Non, c'est ici, ai-je répondu, sortant mon téléphone avec des mains tremblantes. Regardez, j'ai des photos. Je lui ai montré une image de Xavier en uniforme, prise juste à l'entrée de ce même bâtiment. Dominique l'a regardé attentivement. Cet homme n'a jamais travaillé ici, a-t-elle finalement dit. Et cet uniforme, il y a des détails incorrects. Ce n'est pas un uniforme authentique. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Mais je suis venue ici avant. J'ai salué ses collègues. Voulez-vous que je vérifie dans la base de données générale? A proposé Dominique, son expression maintenant un mélange de compassion et d'alarme. Peut-être travaille-t-il dans un autre commissariat ou dans un autre corps. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Dominique a tapé pendant quelques minutes, consultant plusieurs écrans. Je suis désolée, Hélène. Il n'y a aucun Xavier Moreau enregistré comme policier national, municipal ou gendarme dans tout Paris, ni même dans toute la région Île-de-France. Mes jambes ont fléchi et j'ai dû m'agripper au comptoir pour ne pas tomber. Ce n'était pas possible. J'avais vécu 3 ans avec un homme qui se disait policier. Je l'avais vu partir chaque matin en uniforme, revenir en racontant des histoires de sa journée, recevoir des appels de urgence au milieu de la nuit. « Ça va ?» a demandé Dominique, se levant pour m'aider. « Voulez-vous un verre d'eau? On appelle quelqu'un ?»« Non, j'ai besoin de m'asseoir un moment. » Elle m'a conduite à une chaise dans la salle d'attente. Mon esprit tournait à plein régime. Si Xavier n'était pas policier, qui était-il? Où allait-il chaque jour quand il partait travailler? D'où venait l'argent qu'il apportait à notre économie familiale? Et Hélène. Dominique s'est assise à côté de moi, parlant à voix basse. Puis-je vous demander quelque chose? Cet homme, Xavier, c'est votre compagnon? J'ai hoché la tête, incapable d'expliquer la complexité de ce que je découvrais. Et ce coup au visage? Non, ce n'est pas lui, ai-je répondu rapidement. C'était une autre personne. Une femme qui dit être, qui dit le connaître. Dominique a respiré profondément. Je crois que vous devriez parler à quelqu'un d'ici. Un vrai officier. Si cet homme se fait passer pour un policier, c'est un délit grave. Et s'il y a d'autres personnes impliquées, je ne sais pas si je suis prête pour ça, ai-je murmuré, sentant les larmes menacées de couler à nouveau. J'ai besoin de comprendre d'abord ce qui se passe. J'ai besoin de lui parler. Je comprends, dit-elle avec douceur. Mais réfléchissez-y. Et si vous avez besoin d'aide, revenez ici. Demandez Dominique Valois, ou l'inspecteur Dubois. Il est de confiance. Je suis sortie du commissariat en état de choc. Le Paris que j'avais toujours connu, ses rues, ses bâtiments, ses bruits,
Tout semblait maintenant faire partie d'un décor irréel. Les gens qui passaient à côté de moi existaient dans une dimension différente, une où la vie continuait normalement tandis que la mienne s'effondrait. J'ai essayé d'appeler à nouveau Xavier, sans réponse. Puis j'ai essayé notre appartement. Le répondeur s'est déclenché avec sa voix enregistrée, si familière et maintenant si étrange. J'ai marché sans but pendant ce qui m'a semblé des heures, jusqu'à ce que je me retrouve au jardin du Luxembourg, assise face au bassin. L'eau reflétait un ciel qui commençait à se teinter d'orange. Les promeneurs en barque glissaient paresseusement, étrangers à mon tourment intérieur. Qui était réellement Xavier Moreau? Était-ce même son vrai nom? Y avait-il quelque chose de réel dans notre relation? Ou tout avait-il été un mensonge élaboré? Les questions se bousculaient dans mon esprit comme une volée d'oiseaux furieux. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé les photos. Elles étaient là. Nos vacances à Cassis, notre mariage dans cette petite chapelle de Saint-Denis, les dîners entre amis, les Noëls avec ma famille, Xavier souriant, m'embrassant, étreignant ma mère, trinquant avec mon frère Charles. Comment tout cela pouvait-il être une farce? Alors je me suis souvenu de quelque chose. Charles. Mon frère ne s'était jamais vraiment fié à Xavier. Il disait toujours qu'il y avait quelque chose en lui qui ne collait pas, bien qu'il n'ait jamais pu expliquer exactement quoi. Je l'avais attribué à de la jalousie fraternelle, à son instinct protecteur envers sa petite sœur. Mais maintenant, ses soupçons prenaient un nouveau sens. Sans réfléchir à 2 fois, je l'ai appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Hélène, que se passe-t-il? C'est rare que tu m'appelles à cette heure. »« Charles, ma voix s'est brisée. J'ai besoin de te voir. Tout de suite. Il s'est passé quelque chose de terrible. » Il y eut un bref silence. « Tu vas bien? Tu es blessé? Physiquement, je vais plus ou moins bien. Mais j'ai besoin de te parler. C'est à propos de Xavier. » Un autre silence, plus long cette fois. « J'arrive. Où es-tu? »« Au Luxembourg, près du bassin. Ne bouge pas. Je serai là dans 20 minutes. » Pendant que j'attendais, j'observais les couples qui se promenaient, main dans la main autour du bassin. Combien d'entre eux vivaient dans un mensonge sans le savoir? Combien croyaient connaître la personne qu'ils aimaient? J'avais partagé mon lit, mes rêves et mes peurs avec un homme qui se révélait maintenant être un parfait inconnu. Un fantôme qui était apparu dans ma vie l'avait occupé entièrement et qui menaçait maintenant de s'évanouir en emportant avec lui ma confiance et ma capacité à croire aux autres. Le soleil commençait à se coucher quand j'ai aperçu Charles, marchant précipitamment vers moi. Grand, les cheveux sombres et en désordre, si semblable à notre père. À ce moment-là, son visage familier était la chose la plus réconfortante que je pouvais imaginer. Charles s'est arrêté net quand il a vu mon visage. L'enflure avait empiré et un hématome violet s'étendait de ma pommette à la commissure de mes lèvres. « Merde, Hélène !» s'est-il exclamé, s'asseyant à côté de moi et prenant délicatement mon visage entre ses mains. « Qui t'a fait ça? C'est lui ?» J'ai secoué la tête, tandis que les larmes commençaient à couler sur mes joues. « Ce n'est pas Xavier, c'est une femme qui dit être sa compagne. » Charles m'a regardé, confus, mais n'a rien dit. Il m'a laissé parler, m'interrompant seulement pour me poser quelques questions occasionnelles. Je lui ai tout raconté, chaque détail. La femme au chemisier rouge, la visite au commissariat, la révélation que Xavier n'était pas celui qu'il prétendait être. Au fur et à mesure que je parlais, je voyais le visage de mon frère se transformer. D'abord la surprise, puis la colère, enfin une détermination froide que je connaissais bien. Charles avait toujours été protecteur avec moi, surtout depuis que nos parents étaient morts dans cet accident de la route il y a 6 ans. Étant de 12 ans mon aîné, il avait souvent assumé un rôle paternel qui, bien que parfois irritant, me faisait me sentir en sécurité dans des moments comme celui-ci. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche chez ce salaud, a-t-il murmuré quand j'ai terminé mon récit. Ces histoires ne m'ont jamais paru claires, trop parfaites, trop répétées. Mais Charles, comment est-ce possible? Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Il connaît toute la famille. Même tante Sophie lui a offert cette écharpe tricotée main pour Noël. Comment peut-il ne pas être réel? Charles a soupiré profondément. Ce n'est pas qu'il n'est pas réel, Hélène. C'est qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Et c'est bien pire qu'un fantôme. Il s'est levé et a commencé à marcher en rond devant moi, ce qu'il faisait toujours quand il réfléchissait intensément.
Le soleil s'était complètement couché et les lampadaires du parc projetaient de longues ombres sur la pelouse. « Es-tu retourné à l'appartement » a-t-il demandé soudainement. J'ai secoué la tête. « Je n'ose pas. Je ne sais pas ce que j'y trouverai. Ou qui. »« Bien. N'y va pas seul, » dit-il fermement. « Tu viens chez moi ce soir. Demain, nous irons ensemble récupérer quelques-unes de tes affaires. » Je ne me suis pas opposée. L'idée de retourner seule à l'appartement que je partageais avec Xavier me nouait l'estomac. Et s'il était là, que lui dirais-je? Que me dirait-il? « As-tu vérifié les comptes ?» a demandé Charles alors que nous marchions vers la sortie du parc. « Les comptes? Oui, les relevés bancaires, les cartes de crédit, tout ça. S'il n'est pas policier, d'où vient l'argent? » Je n'y avais pas pensé. Xavier et moi avions des comptes séparés, bien que nous partagions les dépenses. Il payait toujours en espèces, utilisait rarement sa carte. Maintenant, je comprenais pourquoi. « Demain, nous vérifierons tout, » a continué Charles, « et je parlerai à quelques contacts. » Mon frère avait travaillé dans la sécurité privée pendant des années, après avoir quitté l'armée. Il dirigeait maintenant sa propre entreprise de conseil en sécurité informatique. Il avait des contacts dans de nombreux domaines, certains officiels, d'autres moins conventionnels. Quel genre de contacts ? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne veuille pas le savoir. Des gens qui peuvent découvrir qui est vraiment Xavier Moreau, si c'est même son vrai nom, a-t-il répondu avec une expression que je n'ai pas su interpréter. Nous sommes arrivés à sa voiture, une Renault Mégane noire, garée dans une rue voisine. Pendant le trajet jusqu'à son appartement à Belleville, aucun de nous n'a beaucoup parlé. Mon esprit était trop occupé à traiter tout ce qui s'était passé, essayant de trouver une explication qui ne détruirait pas complètement ma perception de la réalité. L'appartement de Charles était petit mais accueillant, avec ce désordre ordonné si typique de lui. Des livres d'informatique empilés à côté de romans de science-fiction, une collection de vieux vinyles, des photos de nous et de nos parents. Il m'a installé dans sa chambre d'amis, qui était en réalité son bureau avec un canapé-lit. « Repose-toi », m'a-t-il dit, m'apportant une couverture et un oreiller. Demain, nous verrons les choses plus clairement, mais je savais que je ne pourrais pas dormir. Dès que Charles s'est retiré dans sa chambre, je suis restée à regarder le plafond, repassant chaque moment avec Xavier, cherchant des signes que j'aurais ignorés, des incohérences dans ses histoires, le moindre indice de la vérité qui commençait maintenant à se révéler. Je me suis souvenue de notre premier rendez-vous dans ce café près du centre Pompidou. Comment il m'avait impressionnée par ses connaissances en art, quelque chose d'inhabituel chez un policier, comme il l'avait lui-même commenté. Je me suis souvenue de la première fois qu'il m'avait emmenée dans son appartement, qui deviendrait plus tard notre foyer. Il était parfaitement décoré, comme s'il avait été conçu pour m'impressionner. Et puis, il y avait sa famille, ou plutôt, son absence. Orphelin de parents, fils unique, sans cousin ni oncle proche. Pratique, pensais-je maintenant. Trop pratique. À un moment donné, j'ai dû m'endormir, car je me suis réveillée en sursaut au son de voix dans le salon. Charles parlait à voix basse avec quelqu'un. Je me suis levée discrètement et j'ai entrouvert la porte. Mon frère était assis sur le canapé, son ordinateur portable ouvert, parlant par visioconférence avec un homme que je reconnaissais vaguement. Michel, un ancien camarade de l'armée qui travaillait maintenant dans je ne sais quelle agence de sécurité. « Il faut que ce soit rapide et discret », disait Charles. « Ce type s'est joué de ma sœur pendant 3 ans. Je veux savoir qui il est, ce qu'il fait, et s'il y a d'autres victimes. Je t'enverrai ce que je trouve demain matin, » a répondu Michel. « Mais, Charles, si ce type est dangereux, je m'en occuperai, » l'a interrompu mon frère d'un ton qui n'admettait aucune réplique. J'ai fermé la porte silencieusement et je suis retournée au canapé-lit. Les mots de Charles résonnèrent dans ma tête. « Je m'en occuperai ». Cette phrase, dite avec tant de détermination, m'a apporté un certain réconfort, mais m'a aussi effrayée. Charles pouvait être impulsif lorsqu'il s'agissait de protéger les siens. Je n'osais même pas imaginer ce qu'il ferait s'il découvrait que Xavier était réellement dangereux. Le lendemain matin, Charles était déjà dans la cuisine à préparer du café quand je me suis levée. Il avait des cernes et ne semblait pas avoir beaucoup dormi. « J'ai fait quelques recherches », dit-il en me passant une tasse fumante. « Nous aurons plus d'informations bientôt, mais il y a quelque chose que nous pouvons faire maintenant. »« Quoi ?» ai-je demandé, reconnaissante de la chaleur du café entre mes mains. « Aller à l'appartement et récupérer tes affaires essentielles.
documents, ordinateur, tout ce qui pourrait nous donner des indices sur qui est vraiment ton mari. Le mot « mari » sonnait étrange, presque comme si nous parlions d'une autre personne, pas de l'homme avec qui j'avais partagé ma vie ces 3 dernières années. « Et s'il est là ?» ai-je demandé, sentant un nœud dans mon estomac. « C'est pour ça que nous y allons tous les deux », a répondu Charles, avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Ne t'inquiète pas, petite sœur, je ne le laisserai pas te faire de mal. » Alors que nous nous préparions à sortir, je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Charles, qu'allons-nous faire ensuite? Le dénoncer? Le confronter? Je ne peux pas simplement disparaître de ma propre vie. » Mon frère m'a regardé fixement. D'abord, nous découvrons qui il est et ce qu'il veut. Ensuite, nous décidons. Pas à pas, Hélène. Comme nous l'avons toujours fait. J'ai hoché la tête, me souvenant comment nous avions affronté ensemble la mort de nos parents. Pas à pas, un jour à la fois. Ne t'inquiète pas, a-t-il ajouté, me serrant affectueusement l'épaule. Qui que soit ce type, je ne vais pas lui permettre de te faire plus de mal. Je te le promets. Et tandis que nous sortions vers mon appartement, vers la confrontation avec une vie qui s'avérait être un mensonge élaboré, je me suis accrochée à cette promesse comme à une bouée de sauvetage au milieu d'une mer déchaînée. Le lendemain matin, Charles m'a réveillée tôt. J'avais à peine dormi quelques heures, mais l'adrénaline me maintenait alerte. Mon frère avait cette expression que je connaissais bien. Il avait découvert quelque chose. « J'ai reçu des informations de Michel », dit-il, en me servant un café dans la cuisine. Son appartement sentait le pain grillé, un contraste réconfortant avec le chaos de ma vie. « Asseyons-nous, c'est important. » Il m'a tendu un dossier. Il n'était pas épais, mais quand je l'ai ouvert, j'ai senti le monde vaciller à nouveau sous mes pieds. La première chose que j'ai vue était un acte de naissance. Non pas de Xavier Moreau, mais d'Alexandre Duval, né à Marseille il y a 42 ans, et non les 38 que Xavier prétendait avoir. La photo jointe ne laissait aucune place au doute. C'était lui, les cheveux plus courts et sans la barbe soignée que je connaissais, mais indubitablement le même homme. « Alexandre » ai-je murmuré, trouvant ce nom étrange sur mes lèvres. Charles a hoché la tête. Et il y a plus. Beaucoup plus. J'ai tourné les pages avec des doigts tremblants. Un casier judiciaire avec plusieurs arrestations pour escroquerie et faux et usage de faux. Des photographies d'Alexandre avec différentes apparences. Cheveux blonds, bruns, avec des lunettes, sang. Un caméléon humain. Et puis, ce qui m'a donné la nausée, des certificats de mariage. 3, avec des dates qui se chevauchaient. Marie Jiménez à Bordeaux, Anne Suarez à Lille, et moi, Hélène Martin, à Paris. Bigamie, a murmuré Charles, s'asseyant en face de moi. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La page suivante montrait des relevés bancaires, des comptes au nom de différentes personnes, tous avec les mêmes schémas de revenus. Des virements réguliers depuis des comptes à l'étranger, certains à mon nom, d'autres à des noms que je ne reconnaissais pas. Je ne comprends pas, dis-je en tournant les pages. D'où vient cet argent? Des escroqueries, a répondu Charles, pointant plusieurs documents. D'après ce que Michel a pu découvrir, ton mari est ce qu'on appelle un escroc sentimental. Il gagne la confiance de femmes aisées, se marie avec elles, et ensuite, il les vole, ai-je complété, sentant un nœud dans ma gorge. Charles a hoché la tête. Mais dans ton cas, c'est différent. Tu n'as pas de grosses économies, ni de propriété. Ce qui me fait me demander ce qu'il cherchait exactement chez toi. Je suis restée à regarder les pages, essayant de traiter toutes ces informations. L'homme avec qui j'avais partagé mon lit, ma table, mes rêves, était un parfait inconnu. Pire encore, c'était un prédateur qui avait calculé chaque pas, chaque mot, chaque caresse. Je crois que je sais pourquoi, dis-je finalement. La maison d'édition, l'accès à des auteurs fortunés, à des informations privilégiées sur leurs finances, à des événements exclusifs. Charles a sifflé doucement. Ça a du sens. Un environnement parfait pour identifier de nouvelles victimes. Je me suis levée d'un coup, incapable de rester assise. J'ai besoin d'air. Nous sommes sortis sur le petit balcon de l'appartement de Charles. De là, on voyait l'agitation matinale de Belleville, une réalité normale et quotidienne qui me semblait maintenant inaccessible. « Que fais-je maintenant, Charles ?» ai-je demandé, m'appuyant sur la balustrade. « Le dénoncer? Le confronter? Disparaître ?» « La police est déjà au courant, » a-t-il répondu. Michel a transmis toutes ces informations à un inspecteur de ses amis.
Ils préparent une opération pour l'arrêter, mais ils ont besoin de plus de preuves, de témoignages d'autres victimes. Comment les trouvons-nous ? Charles a souri légèrement. Nous y travaillons déjà. Michel a localisé l'une d'elles, Carmen Valvert. Elle vit à Marseille et est prête à te parler. 2 heures plus tard, j'étais assise dans un TGV en direction de Marseille. Charles a insisté pour m'accompagner, ce que j'ai profondément apprécié. Le paysage défilait à toute vitesse par la fenêtre, mais mon esprit était ailleurs, repassant obsessionnellement chaque moment avec Xavier. Non, Alexandre, cherchant des signes que j'aurais ignorés. « Arrête de te torturer », a dit Charles en m'observant. Les types comme lui sont des experts en manipulation. Tu ne pouvais pas le savoir. J'aurais dû le remarquer, ai-je insisté. Les appels à des heures étranges, les voyages soudains pour le travail, son insistance à garder nos finances séparées. Hélène, Charles m'a pris la main. Ce n'est pas ta faute. Tu es la victime ici. Ne l'oublie pas. Nous sommes arrivés à Marseille peu après midi. La chaleur méditerranéenne nous a accueillis à la sortie de la gare. Carmen nous attendait dans un café près du port. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle avait ce même regard que j'avais vu dans mon propre miroir, celui de quelqu'un dont la vie a été violemment réécrite. « Hélène », m'a-t-elle saluée avec une étreinte à laquelle je ne m'attendais pas. « Tu ressembles à la description que Michel m'a donnée. » Nous nous sommes assises à une table à l'écart. Carmen avait une 50aine d'années, les cheveux teints en blond et des mains nerveuses qui ne cessèrent de jouer avec sa tasse de café. Je l'ai connue sous le nom de Raphaël Durand, a-t-elle commencé sans préambule. Inspecteur des douanes, divorcée, sans enfant. Je suis tombée amoureuse comme une collégienne, malgré mes années et ma prétendue expérience. Son histoire était douloureusement familière. Le même charme, les mêmes attentions, la même capacité à devenir exactement ce dont elle avait besoin. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime. Ils n'avaient pas de famille qui pouvait y assister, lui avait-il dit, et ont commencé une vie ensemble dans son appartement en bord de mer. Il a disparu après 1 an et demi, a continué Carmen. Un jour, il est parti travailler et n'est jamais revenu. Il a emporté mes économies, mes bijoux, même les objets de valeur de ma mère. Mais le pire, c'était le vide. L'humiliation de découvrir que tout avait été un mensonge. Pendant qu'elle parlait, Charles prenait des notes sur sa tablette. Noms, dates, détails qui pourraient être utiles à l'enquête. « L'as-tu dénoncé ?» ai-je demandé. Carmen a hoché la tête. « Bien sûr, mais la police n'a pas fait grand-chose. Sans preuve concrète que c'est lui qui a pris l'argent, étant mon mari légalement, tu sais comment ça fonctionne. Je le savais, ou je commençais à le comprendre. C'était quand ? A demandé Charles. Il y a 4 ans, a-t-elle répondu. Juste avant qu'il n'apparaisse dans ta vie, Hélène. Je suis repartie de Marseille avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec quelque chose que je n'avais pas eu jusqu'alors. La certitude que je n'étais pas seule, que je n'étais pas la seule à être tombée dans le réseau de mensonges élaboré d'Alexandre Duval. Dans le train de retour vers Paris, Charles a reçu un appel de Michel. Alexandre avait été vu à Lyon, avec une autre femme. Apparemment, il avait déjà une nouvelle vie en marche, une nouvelle identité, une nouvelle victime. « On va l'arrêter », a dit Charles avec détermination en raccrochant. « On va s'assurer qu'il ne recommence plus jamais ça. » J'ai regardé par la fenêtre, observant comment le soleil commençait à descendre sur les plaines de la Beauce. « Comment peux-tu en être si sûr ?» Charles m'a montré sa tablette. Il y avait une photo récente d'Alexandre, prise au téléobjectif, sortant d'un restaurant élégant à Lyon. Il portait un costume cher et accompagnait une femme d'aspect distingué. « Parce que maintenant nous savons qui il est vraiment », a-t-il dit. « Et la connaissance, c'est le pouvoir, petite sœur. » Tandis que le train avançait vers Paris, j'ai ressenti un calme étrange. La peur et la confusion des dernières heures laissèrent place à quelque chose de différent. Une détermination froide, presque clinique. Alexandre Duval avait détruit ma confiance, mon mariage, ma perception de la réalité. Mais je n'allais pas lui permettre de détruire mon avenir, ni celui de personne d'autre. La réponse de Charles fut directe et sans détour. Nous allons l'exposer. Au cours des jours suivants, mon appartement du Marais est devenu un centre d'opérations improvisé. Charles avait apporté du matériel informatique, des tableaux blancs et toutes sortes de choses qui ont transformé mon salon en quelque chose qui ressemblait plus à un commissariat qu'à un foyer. Michel nous a rejoints, ainsi que 2 de ses collègues qui ont préféré rester anonymes.
Xavier, ou Alexandre comme je devais m'habituer à l'appeler, n'était pas retourné à l'appartement. Ses appels manqués sur mon portable ont cessé au 3e jour, comme s'il avait compris que je savais déjà la vérité. Cependant, toutes ces affaires n'avaient pas disparu, ce qui suggérait qu'il prévoyait de revenir à un moment donné. Cela nous donne un avantage, a expliqué Michel en examinant le contenu de l'ordinateur portable qu'Alexandre avait laissé derrière lui. Il est trop arrogant. Il croit qu'il peut te contrôler, que tu retomberas dans ses mensonges. Il n'a pas effacé ses empreintes digitales, a ajouté Charles, examinant des documents que nous avions trouvés dans un coffre-fort caché derrière un tableau dans la chambre. Faux passeports, cartes de crédit au nom de différentes personnes, même des notes manuscrites sur ses victimes. Parmi ces papiers, nous avons trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un carnet avec des annotations sur moi, des détails sur mes goûts, mes peurs, mes ambitions. Un scénario méticuleux sur la façon de me conquérir, de me garder amoureuse, d'exploiter mes vulnérabilités. Le lire, c'était comme découvrir que toute ma relation avait été une pièce de théâtre dans laquelle j'étais la seule à ne pas connaître le scénario. C'est de l'or pour le procureur, a commenté l'un des collègues de Michel, photographiant chaque page. Preuve de préméditation, manipulation psychologique systématique. Pendant qu'il travaillait sur les aspects techniques et légaux, je me suis concentrée sur le contact avec d'autres victimes. Carmen m'avait fourni les coordonnées d'une association de victimes d'escroquerie sentimentale. Grâce à eux, j'ai localisé 2 autres femmes qui étaient tombées dans les filets d'Alexandre sous différentes identités. Roxane, une architecte de Toulouse qu'il avait connue sous le nom d'Alberto Mendoza, médecin urgentiste. Et Lucie, professeure d'université à Lille, qui se souvenait de lui comme de Daniel Herrera, consultant international. Toutes 2 ont accepté de me parler et de se joindre à notre cause. C'est comme un virus, m'a dit Lucie lors d'une visioconférence collective. Il s'adapte à chaque hôte, étudie ses faiblesses, puis attaque là où ça fait le plus mal. Le pire, ce n'est pas l'argent, a ajouté Roxane. C'est la façon dont il te fait douter de toi-même, de ta capacité à juger les gens. 4 ans après, je n'arrive toujours pas à faire pleinement confiance à quelqu'un. Ensemble, nous 4 avons commencé à construire une chronologie. Alexandre Duval avait suivi un schéma. Des femmes professionnelles, indépendantes, avec de bons revenus, mais sans grande fortune. Des femmes qui, de par leur position sociale, avaient accès à des cercles exclusifs où ils pouvaient identifier ses prochaines victimes. Il était méthodique, patient et d'une efficacité impitoyable. Une semaine après le début de notre enquête, nous avions suffisamment de matériel pour déposer une plainte formelle. L'inspecteur Dubois, le contact que nous avait fourni Dominique du commissariat, s'est montré particulièrement intéressé par l'affaire. Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de ce type, nous a-t-il expliqué lors d'une réunion dans son bureau. Il y a des alertes le concernant dans plusieurs départements, mais il réussit toujours à s'esquiver avant que nous puissions l'attraper. Cette fois, ce sera différent, a affirmé Charles avec conviction. Maintenant, nous avons des noms, des dates, des preuves documentaires, et le plus important, nous savons où il est. L'inspecteur Dubois a haussé un sourcil. « Vous l'avez localisé ?» Charles a échangé un regard avec Michel avant de répondre. « Disons que nous avons suivi ses mouvements. Il est à Lyon, utilisant le nom d'Henri Vidal. Il se présente comme conseiller financier et s'est approché d'une femme d'affaires nommée Monique Pujol. »« Comment avez-vous obtenu ces informations ?» a demandé Dubois, clairement mal à l'aise avec nos méthodes. « Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas, inspecteur, » a répondu Michel avec un sourire tendu. « L'important est que nous ayons une chance de l'arrêter avant qu'il ne ruine la vie d'une autre femme. » Dubois a soupiré, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Vous savez que je ne peux pas approuver d'enquête parallèle. Cela doit se faire par les voies officielles. »« Bien sûr, » a dit Charles d'un ton qui ne trompait personne. « Nous voulons seulement vous fournir toutes les informations pour que la justice puisse faire son travail. Nous sommes sortis du commissariat avec des sentiments mitigés. D'une part, la police était maintenant officiellement sur la piste d'Alexandre. D'autre part, nous savions tous que les procédures officielles prendraient du temps. Et pendant ce temps, il resterait libre, chassant sa prochaine victime. « Et maintenant ?» ai-je demandé alors que nous prenions un café sur une terrasse près de la place de la République. « Maintenant ?» a répondu Charles. « Nous allons nous assurer qu'il ne puisse plus jamais se cacher dans l'anonymat. » Le soir même, Michel a contacté un journaliste du Monde.
un ancien camarade de faculté spécialisé dans les enquêtes sur les fraudes. Nous lui avons fourni un dossier avec toutes les informations que nous avions recueillies, en protégeant l'identité des victimes, mais en exposant en détail le mode opératoire d'Alexandre. « C'est de la dynamite », a dit le journaliste Julien Olmeta, en examinant le matériel dans un bar discret de Saint-Germain-des-Prés. Je peux publier un reportage spécial ce dimanche, avec des photos, une chronologie, tout le dossier. Il faut que son visage soit partout, a expliqué Charles. Qu'il ne puisse pas entrer dans un bar sans que quelqu'un le reconnaisse. Considérez que c'est fait, a assuré Olmeta. Ce genre d'histoire fait vendre des journaux. Et avec toute cette documentation, nous n'aurons pas de problème juridique. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai senti que nous étions sur le point de reprendre un certain contrôle. Alexandre m'avait transformée en victime, mais j'étais déterminée à me transformer en quelque chose qu'il craindrait. Un témoin qui ne se taisait pas, une accusatrice qui ne reculait pas. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel qui a changé le cours des événements. C'était Carmen, la voix tremblante de peur et de rage. « Ils ont incendié ma voiture », dit-elle sans préambule. « Hier soir, devant chez moi. La police dit que c'était criminel. J'ai eu un frisson. « Tu vas bien ? Es-tu sûre que c'est lui ? » « Je vais bien. Je n'étais pas dedans, » a-t-elle répondu. « Et non, je ne l'ai pas vu. Mais il a laissé quelque chose sur le pare-brise avant d'y mettre le feu. Un mot. Que disait-il ? » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. « Je sais ce que vous faites. Arrêtez maintenant ou ce n'est que le début. » J'ai passé le téléphone à Charles, qui avait écouté avec une expression de plus en plus sombre. Après avoir brièvement parlé à Carmen, il a raccroché et a commencé à passer des appels. « Ça change les choses, » dit-il, avec un calme qui contredisait la tension dans sa mâchoire. « S'il est prêt à recourir à la violence, nous ne pouvons plus risquer d'autres vies. Que suggères-tu » ai-je demandé, bien que j'imagine déjà la réponse. D'accélérer les plans, le reportage, la plainte, tout, et de nous préparer au pire. Au pire, Charles m'a regardé droit dans les yeux. « Qu'il vienne te chercher, Hélène. C'est toi qui peux le plus lui nuire. Sa femme actuelle, celle qui connaît sa véritable identité, celle qui peut le démasquer complètement. J'aurais dû avoir peur, mais au lieu de cela, j'ai ressenti une détermination féroce. Qu'il essaie, dis-je. Je suis prête. » Le reportage a été publié 3 jours plus tard, non seulement dans Le Monde, mais aussi dans plusieurs journaux numériques. Le mari fantôme, l'escroc qui a séduit et ruiné 5 femmes. L'article comprenait des photographies d'Alexandre avec ses différentes identités, des témoignages anonymes de ses victimes et un numéro de contact pour que d'autres éventuelles victimes puissent se joindre à la plainte. L'effet fut immédiat. Dans les premières 24 heures, le téléphone n'a pas cessé de sonner. 3 autres femmes se sont présentées avec des histoires presque identiques aux nôtres. La police, pressée par l'attention médiatique, a intensifié la recherche. Et nous, les victimes, sommes passés de notes dans le carnet d'un escroc à protagoniste de notre propre histoire de justice. Mais Charles avait raison sur une chose. Alexandre ne se rendrait pas sans combattre. Et j'étais dans sa ligne de mire. La tempête a éclaté avec une rapidité qui nous a coupé le souffle. Le reportage de Julien Olmeta est devenu le sujet de conversation dans toute la France. Chroniqueurs, animateurs de radio, influenceurs, tous semblaient avoir une opinion sur le mari fantôme. Certaines émissions de télévision nous ont offert des interviews exclusives que nous avons systématiquement refusées. Nous ne cherchions pas la gloire, mais la justice. Alexandre a été arrêté 3 jours après la publication. Non pas à Lyon, comme nous l'espérions, mais en essayant de traverser la frontière suisse près d'Annemasse, dans une voiture de location, avec une fausse identité et près de 20 000 € en espèces. La nouvelle m'est parvenue par l'inspecteur Dubois, qui m'a appelé personnellement. « Nous l'avons », dit-il, avec une satisfaction à peine contenue. Grâce à la photo du journal, un gendarme l'a reconnu sur une aire d'autoroute près de Mâcon. Il a tenté de résister, mais il n'est pas allé bien loin. J'ai laissé échapper un soupir qui semblait contenir toute la tension accumulée pendant des semaines. « Êtes-vous sûr que c'est lui ? » « Absolument. Les empreintes correspondent à celles que nous avons recueillies dans votre appartement. Et il portait sur lui des documents au nom de 3 personnes différentes. C'est notre homme, sans aucun doute. » Quand j'ai raccroché, je suis restée à regarder par la fenêtre de l'appartement de Charles, où je logeais toujours par sécurité.
L'après-midi tombait sur Paris, teintant le ciel d'orange et de violet. C'était magnifique. Mais ce que j'ai ressenti n'était pas du soulagement, mais une étrange sensation de vide. Le monstre de mes cauchemars avait maintenant un visage, un vrai nom, et serait enfermé dans une cellule. Mais cela n'effaçait pas les 3 années de mensonges, ni ne rendait la confiance que j'avais perdue. Charles est entré dans la pièce, interrompant mes pensées. « Tu as entendu la nouvelle ?» J'ai hoché la tête. « Dubois vient de m'appeler. C'est un bon début, » dit-il en s'asseyant à côté de moi. « Mais ce n'est pas fini, Hélène. Le procès sera dur. Tu devras témoigner, tout revivre. »« Je sais, » ai-je répondu, « mais je suis prête. Ou du moins, je crois. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de dépositions, de réunions avec des avocats et de préparatifs pour le procès. Le parquet avait accumulé des charges contre Alexandre. Escroquerie, faux et usage de faux, bigamie, menaces et même tentative d'incendie criminel dans le cas de Carmen. Il risquait une peine considérable. J'ai rencontré Monique Pujol, la femme d'affaires de Lyon qui avait été sa cible la plus récente. Une femme élégante, d'une petite 50aine d'années, avec un regard intelligent qui ne pouvait cacher sa honte. « Vous m'avez sauvée », m'a-t-elle dit lors d'un café à la cafétéria du tribunal, le jour où nous sommes toutes les deux allées témoigner. Quand j'ai vu sa photo dans le journal, nous sortions ensemble depuis seulement 3 mois, mais il m'avait déjà demandé en mariage. Je préparais déjà le virement pour ce prétendu investissement qu'il m'avait recommandé. « Ne vous blâmez pas », lui ai-je dit, reconnaissant en elle la même tendance à l'autocritique que j'avais éprouvée. C'est un expert en manipulation. Nous sommes toutes tombées dans le panneau. Le procès a commencé en septembre, près de 3 mois après l'arrestation. Le palais de justice de Paris s'est rempli de journalistes et de curieux. À ce moment-là, l'histoire avait capté l'attention nationale et même internationale. Un documentaire était en production et 2 maisons d'édition m'avaient offert des contrats pour écrire un livre sur mon expérience. Témoigner fut brutal, comme Charles l'avait anticipé. J'ai dû revivre chaque moment, depuis la première rencontre dans ce café jusqu'au jour où la femme au chemisier rouge a fait irruption dans mon bureau. L'avocat de la défense d'Alexandre, un homme à l'allure de requin et aux manières tout aussi agressives, a tenté de me dépeindre comme une femme dépitée qui avait orchestré une vengeance disproportionnée. N'est-il pas vrai que vous avez initié cette enquête parallèle, contacté d'autres prétendues victimes et même divulgué des informations à la presse avant que la police ne puisse terminer ses investigations ? M'a-t-il demandé, d'un ton qui suggérait que j'étais la véritable criminelle. Oui, ai-je répondu en le regardant directement. Parce que votre client ne m'a pas seulement trompé moi, mais beaucoup d'autres femmes. Parce que chaque jour qu'il passait en liberté était un autre jour pour trouver une nouvelle victime. Parce que le système ne protège pas toujours ceux qui en ont le plus besoin. Ma réponse a provoqué un murmure dans la salle. J'ai vu Carmen, Roxane et Lucie hocher la tête depuis leur siège. Même le juge, un homme à l'expression habituellement impassible, a semblé approuver mes paroles. Je n'ai pas été la seule à témoigner. Une à une, les femmes qui avaient partagé leur vie avec les différentes versions d'Alexandre Duval sont montées à la barre. Chaque témoignage ajoutait une nouvelle couche au portrait d'un homme qui avait fait de la tromperie son mode de vie. Des experts en psychologie légale ont expliqué le profil de l'escroc sentimental, sa capacité à détecter les vulnérabilités et à exploiter les besoins émotionnels. Des enquêteurs de police ont détaillé la piste des fausses identités, des comptes bancaires fantômes et des mariages frauduleux qu'il avait laissés dans tout le pays. Et finalement, ce fut le tour d'Alexandre. Le voir entrer dans la salle, escorté par des gardes, m'a provoqué une sensation physique de malaise. Il portait un costume sobre, avait les cheveux parfaitement coiffés et maintenait cette posture élégante qui m'avait tant captivée. Mais ses yeux qui m'avaient paru autrefois chaleureux et sincères, je les voyais maintenant tels qu'ils étaient, froids, calculateurs, complètement vides d'empathie. Sa stratégie de défense fut aussi méticuleuse que tout ce qu'il faisait. Il a admis quelques charges mineures, a nié les plus graves, et s'est présenté comme un homme avec des problèmes d'identité, incapable de maintenir des relations stables en raison de traumatismes infantiles. Il a même versé quelques larmes stratégiques en parlant de sa prétendue enfance d'abus et d'abandon. « Je n'ai jamais voulu faire de mal », dit-il en regardant directement le jury. « Je cherchais seulement du lien, de l'appartenance.
Je me suis perdue dans les personnages que je créais parce que, au fond, je ne sais pas qui je suis vraiment. C'était une performance magistrale. Si je ne le connaissais pas si bien, si je n'avais pas vu le carnet où il planifiait froidement chaque étape de son escroquerie, j'aurais peut-être ressenti de la compassion. Mais maintenant, je voyais clairement la manipulation derrière chaque geste, chaque mot soigneusement choisi. Contre toute attente, je me suis surprise à sourire. Il ne pouvait plus me tromper. Ces ruses, qui m'avaient autrefois aveuglée, étaient maintenant transparentes. Et cette révélation fut, peut-être, le premier pas réel vers ma guérison. Le verdict est tombé après 2 semaines de procès, coupable de toutes les charges principales. La sentence, 15 ans de prison. Lorsque le juge l'a prononcé, un applaudissement spontané a surgi dans la salle. Il n'était pas bruyant, mais chargé de soulagement. J'ai observé Alexandre pendant qu'on l'emmenait. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. Je n'ai pas vu de regret, seulement une froide évaluation, comme si même à ce moment-là, il calculait des angles, cherchait des avantages. Nous sommes sortis du tribunal entourés de flashs et de microphones. Charles me guidait à travers la foule, me protégeant comme il l'avait toujours fait. À nos côtés marchaient Carmen, Roxane, Lucie et Monique. Nous n'étions pas seulement des victimes. Nous étions des survivantes, témoins de la capacité humaine à la tromperie, mais aussi à la guérison et à la solidarité. « Comment vous sentez-vous après le verdict ?» a demandé une journaliste, tendant un micro vers moi. Je me suis arrêtée un moment, considérant la question. Comment me sentais-je réellement? Victorieuse? Vengée? En paix? Je me sens en chemin, ai-je finalement répondu. Le chemin à parcourir est long, mais au moins maintenant je sais que je ne le parcours pas seule. 2 mois après le procès, j'ai déménagé à Marseille. J'avais besoin d'un nouveau départ, loin de Paris et de ses souvenirs. La maison d'édition pour laquelle je travaillais m'a permis de déménager et de continuer mon travail à distance. J'ai loué un petit appartement près de la mer, où le son des vagues me berçait la nuit. Carmen est devenue une amie proche. Nous nous retrouvions chaque semaine pour marcher sur la plage, partageant non seulement notre passé commun, mais aussi nos projets d'avenir. Elle avait fondé une association pour les victimes d'escroqueries sentimentales, un espace sûr pour partager expériences et ressources. Je collaborais en écrivant des documents d'information et en donnant des conférences occasionnelles. Charles me rendait souvent visite. Il continuait de s'inquiéter pour moi, peut-être trop, mais il avait appris à me donner l'espace dont j'avais besoin. « Tu vas bien ici, seul ?» me demandait-il toujours. Et je répondais toujours la même chose. « Je ne suis pas seule. Je suis avec moi-même. » Et il s'avère que c'est une compagnie assez intéressante. Parfois, je me réveillais encore en sursaut au milieu de la nuit, m'attendant à voir l'ombre d'Alexandre à la porte. Mais c'était de moins en moins fréquent. Chaque matin, en ouvrant les yeux et en voyant la lumière méditerranéenne filtrer à travers les rideaux, je me rappelais que j'avais survécu, que j'avais raconté ma vérité, et que, aussi brisée que je me sois sentie autrefois, j'étais maintenant à nouveau entière, pas comme avant, pas avec la même innocence ou la même confiance aveugle, mais avec quelque chose de mieux, la connaissance, la force et la certitude que quoi qu'il arrive, je pourrais y faire face. L'expérience m'avait changé, sans aucun doute, mais j'avais décidé que ce changement serait pour le mieux. Un après-midi de printemps, alors que je me promenais sur le front de mer, je me suis arrêtée pour observer un couple de personnes âgées qui marchaient main dans la main. Ils devaient être ensemble depuis 50 ans ou plus. Je me suis demandé ce que ce serait de partager toute une vie avec quelqu'un, de vieillir ensemble, de construire une histoire commune basée sur la vérité et non sur le mensonge. Je ne savais pas si un jour je referais suffisamment confiance pour le découvrir. Mais l'incertitude ne me terrifiait plus. L'avenir était ouvert devant moi, avec toutes ses possibilités, ses risques et ses promesses. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête à le vivre pleinement.